Bonsoir. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Glenn Dissot, élu écologiste à la ville de Brest, donc conseiller municipal à Brest, et vice-président de Brest Métropole. Je vais vous expliquer en deux mots quelles sont mes charges, mes délégations, et puis laisser évidemment un petit peu de temps pour vos éventuelles questions. Le délai qu'on s'est donné est relativement court, mais je pense qu'on peut se dire des choses quand même. Donc voilà, moi je suis élu ville de Brest et c'est du côté de la métropole que je tiens mes délégations. Donc c'est-à-dire que c'est des compétences métropolitaines. Je suis chargé, donc vice-président en charge du plan climat, de l'agenda 2030 et de la COP locale. Alors le plan climat, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est le PCAET. Plan climat air énergie territoriale, c'est un grand document qui rassemble pas mal de nos objectifs en termes climat énergie. Donc il y a plus de 60 fiches actions, ça concerne 13 domaines thématiques. Grosso modo, c'est un gros document structurant pour la collectivité afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ce dans je le disais, de très très nombreux domaines. Donc on a des fiches actions avec des objectifs à activer à chaque fois. Donc c'est quelque chose d'assez transversal et c'est un document qui doit s'articuler avec d'autres documents qui ont une valeur de prescription aussi pour les élus et pour les services. Voilà, donc je suis en charge de l'animation de ce plan climat. Pour ça, je m'appuie sur un service qui est l'écologie urbaine, un service où il y a des techniciens et des gens qui sont très très pointus sur tout un tas de thématiques qui touchent justement à ce plan climat et à l'écologie au sens large. Et puis, c'est coporté par les dynamiques urbaines, donc il y a aussi une partie aménagement du territoire, qui est assez importante. Voilà, donc là-dedans, on reprend des objectifs qui donc des cadres nationaux, des cadres internationaux, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui d'abord étaient portées à 40%, puis 55% à l'horizon 2050. Maintenant, on parle de neutralité carbone. On a également un deuxième objectif, qui est celui de la sobriété. Moi, c'est un objectif auquel je tiens beaucoup particulièrement parce que je trouve qu'il est souvent oublié quand on parle de politique climat-énergie. Donc, on a un objectif de réduction de nos consommations et donc de la production. On dit souvent que le meilleur kilowattheure, c'est celui qui n'est pas consommé, donc pas produit. Ça rend les choses un peu plus simples. Et le troisième objectif, après il y en a d'autres qui sont un peu plus détaillés, mais c'est une production d'énergie renouvelable sur notre territoire, avec comme cible d'arriver à 32% d'énergie renouvelable à l'horizon 2040 aussi, donc sur des bases bien établies. Voilà en gros le cadre pour ce qui est du plan climat. Donc c'est une gestion qui est très très transversale. Comme on touche à beaucoup de domaines, il y a un enjeu fort là-dessus qui est d'avoir la sensibilisation ou l'accord, en tout cas, de collègues élus et puis des services, etc. Mais c'est le même enjeu qu'on retrouve globalement dans la société. On a vraiment quelque chose de très très fort là-dessus. Voilà pour le plan climat. Ensuite, c'est l'agenda 2030. Ça concerne plutôt les objectifs de développement durable, donc 17 objectifs qui ont été fixés par l'ONU, qui sont encore plus larges que le plan climat, je dirais. On a par exemple, alors l'objectif numéro 1, c'est l'éradication de la pauvreté. Ensuite, on a la lutte contre la faim, santé, bien-être, accès à l'eau potable, égalité femmes-hommes, etc. Là, à travers 17 objectifs, on a un prisme d'action qui est vraiment très très large. Et donc, c'est une autre entrée, on va dire, pour avoir des politiques sociales et écolo, pour faire un peu simple. Et puis donc enfin, mais tout ça est lié évidemment, la COP 26 locale. Vous connaissez probablement le mécanisme des COP, donc Conference of Parties, l'espèce de grands raouts internationaux là qui rassemblent des gouvernements et qui se fixent des beaux objectifs qui sont assez difficiles à atteindre. Là, l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui se calque un petit peu là-dessus, mais justement pour le rendre efficace. Donc maintenant, on se dit que le constat sur le changement climatique, sur ce qui nous arrive, il est à peu près partagé. En tout cas, on a un consensus scientifique et on a les rapports du GIEC en particulier, énormément de choses qui attestent, et puis on commence à le voir aussi, de ce qui arrive. On essaye de lancer une grande mobilisation locale des territoires et de tous les acteurs pour justement réussir concrètement à se dire comment on atteint ces objectifs-là. C'est aussi
partir du constat en fait que les grandes COP internationales ont pas vraiment fonctionné, ou alors ont fonctionné dans le narratif, dans la création d'un discours, etc. Mais nous, localement, comment on fait? À l'échelon de notre territoire, est-ce qu'on peut amener tout le monde vers ces objectifs-là et réussir à travailler concrètement, pour faire bouger les choses rapidement? Donc, on va développer à l'échelle du mandat cette espèce de ce grand travail de mise en relation avec les acteurs, avec les citoyens, les acteurs associatifs, les acteurs économiques et la collectivité évidemment, pour arriver à des objectifs très très concrets avec tous les acteurs. Voilà. Et pour ça, là aussi, on a beaucoup d'expertise dans les services, hein, et puis on se base sur différents projets. Donc, je vais rentrer dans les détails. On a quand même un projet qui est assez important, symbolique en tout cas, et dans lequel la métropole est engagée depuis un moment, qui s'appelle le projet Tomorrow, qui est un projet européen qui lie Brest à 6 autres villes en Europe. Donc on a Mouscron, Dublin, Valence, Brassov, Niš, et j'ai peut-être oublié une, je sais plus. En tout cas, sur des objectifs de mobilisation pour partager un peu nos savoir-faire, notre expertise, et puis échanger sur la façon dont on peut vraiment amener ces thématiques-là et amener tout le monde vers ça. Voilà. Donc ça c'est l'essentiel de mon travail, on va dire, de mes missions d'élu, c'est donc côté métropole. Après, il y a les obligations un peu classiques, on va dire, de conseiller municipal, évidemment, de s'intéresser à tout ce qui se passe côté ville et de prendre connaissance et d'agir sur toutes les délibérations qui passent en conseil municipal en particulier. Donc voilà, on a le pendant sur le conseil de métropole. Et ensuite, on a tout un tas, alors ça c'est pareil pour tous les élus, un nombre incalculable de représentations et de participation à différents organismes à plusieurs échelons. Donc ça va des conseils d'école, collège, lycée, à des choses un peu plus thématiques. Par exemple, moi je suis suppléant à Vigipol pour les pollutions marines. Je suis aussi le président d'Énergence, qui est l'agence locale de l'énergie et du climat. On pourra en dire 2 mots parce que ça c'est vraiment un outil qui est fondamental pour tout ce qui est la rénovation thermique et la politique énergétique, on va dire, sur notre territoire. Je suis aussi suppléant, par exemple, au parc naturel, régional d'Armorique. Et puis voilà, plusieurs petites choses comme ça. À différents comités de pilotage aussi. Alors là, il y a toute une comitologie assez complexe et que j'appréhende aussi parce que c'est mon premier mandat et je suis assez frais là-dedans, assez nouveau en tout cas. Et puis donc je coordonne un petit peu le groupe des élus écologistes. Pour terminer, ça c'est pas un mandat en tant que tel, c'est une mission, on va dire. Je suis le président des élus écolos. Donc à ce titre, j'assure, on va dire, les relations avec les autres composantes, les autres groupes politiques, surtout au sein de la majorité, essayer de se coordonner, d'échanger, le cas échéant, quand nous avons certaines divergences ou en tout cas des points à discuter. Voilà, et donc c'est à ce titre-là que j'essaie de relayer aussi parfois les préoccupations des collègues écolos, et puis je m'intéresse à tout un tas d'autres thématiques là qui sortent un peu de mes délégations en tant que telles. Voilà, donc c'est une charge qui prend aussi pas mal de temps et qu'on travaille là avec l'ensemble des élus écolos et puis nos 2 collaboratrices en particulier, Manon et Marie. Voilà, j'ai essayé de faire assez court sur globalement la présentation de ce que je fais pour les écolos brestois. Alors, on avait peut-être une petite salle de questions. Donc Manon est à mes côtés et se charge de regarder un peu les questions qui arrivent. Je peux pas forcément le faire en même temps. Alors, il y a une question sur la tribune publiée dans le magazine Sillage pour la généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h en ville. Donc Sébastien nous demande comment faire respecter ce beau projet. Alors c'est plutôt la délégation de Marion Maury, mais est-ce que tu souhaites dire un mot dessus ? Ok, ouais. J'espère que vous avez entendu. Donc c'est une interrogation sur la tribune, effectivement, qu'on a co-signé les élus écolos dans le dernier sillage. Maintenant, c'est une petite nouveauté. Vous aurez la chance d'avoir une tribune de tous les groupes politiques tous les mois dans sillage. Précédemment, si je me trompe pas, c'était tous les trimestres ou quelque chose comme ça. Donc là, la dernière, c'était effectivement sur la généralisation de la zone 30. Alors, on a des collègues dont c'est plus spécifiquement le champ de travail, le domaine. Mais c'est vrai qu'on a 2 sujets là-dessus, à mon avis. Moi, je considère que c'est vraiment fondamental. Et ce qu'on a vu dans plusieurs autres villes, y compris bretonnes, c'est que de se donner ce cadre-là,
ça permettait d'avancer. Ça permettait aussi d'être lisible et de pas multiplier les dérogations et les mauvaises compréhensions de là c'est 50, non mais là finalement c'est 30, là on est passé à 80, là c'est un axe structurant ou pas. Nous on considère qu'il y a un vrai intérêt et un vrai enjeu à dire on est zone 30 partout en ville. Voilà. Effectivement, la question se pose malgré tout de dire comment on fait respecter ça. Et là, on touche un peu la difficulté de la mise en place de cette politique-là. Moi, je crois qu'il faut quand même, c'est-à-dire, il faut pas regarder systématiquement les obstacles, les contournements ou la façon de faire respecter des choses avant de les mettre en place. Sinon, on n'arrive jamais. Il y a toujours des gens qui respecteront pas. Et effectivement, on va pas mettre en place des, je sais pas, au hasard, des policiers municipaux à tous les carrefours pour s'assurer que les gens respectent la vitesse. Je suis pas non plus favorable à ce qu'on mette des caméras partout pour contrôler ça. Donc il y a une question d'une part d'aménagement routier pour quelque part contraindre un petit peu les gens, et puis surtout de travailler sur le civisme, sur la pertinence d'une telle mesure. Mais je suis bien d'accord qu'il y a une difficulté là-dedans qui est de faire respecter ce genre de limitation. Je suis plus partisan de faire comprendre en fait tous les bénéfices qu'on peut trouver, et ça commence à être sacrément étayé. On a une problématique autour, par exemple, des écoles ou de toutes les zones un petit peu piétonnes où il y a beaucoup de monde et des enfants en particulier. Et puis surtout, on commence à avoir des études sur ce que ça nous dit et ce que ça fait sur le trafic, la fluidité du trafic, les temps de trajet, est-ce qu'ils sont réellement impactés quand on passe en zone 30 et quand on a un plan de circulation de la ville qui est mieux étudié, mieux travaillé. Je suis plus partisan de travailler cette piste-là. Mais je suis bien d'accord que on va pas rentrer dans une société du contrôle absolu. C'est pareil pour à peu près toutes les mesures qu'on souhaite mettre en place ou qu'on va développer. Il y a toujours cette question-là qui se pose à un moment donné. Comment est-ce qu'on fait respecter ça? Moi, je suis plus partisan de se dire on fait de la pédagogie, on travaille ensemble, on comprend les enjeux auxquels on est confronté. On va pas être dans un truc très de surveillance généralisée. C'est un peu à l'opposé de ce qu'on défend comme idée. Je sais pas si j'ai à peu près répondu, mais je sais bien que c'est un point faible là-dessus sur cette question. On a plusieurs questions sur le plan climat-air-énergie, ouais. Avec notamment Adrien qui nous demande si l'atténuation et l'adaptation aux impacts du changement climatique est bien dans le périmètre de ce plan. L'atténuation, pardon ? Alors, Adrien nous demande oui. si le plan climat-air-énergie concerne seulement l'atténuation ou aussi l'adaptation au changement. Ah oui, tout à fait, ouais. Non, ça concerne les deux. Alors, c'est vrai que c'est un aspect, on va dire, plus nouveau dans la construction des politiques publiques là-dessus. Nous, notre premier plan climat, il date de 2012. Enfin, nous, la collectivité, évidemment. Moi, j'étais pas élu à ce moment-là. On a eu un premier plan climat en 2012. Là, le plan climat qui est 2019-2025, il a été voté en janvier 2020 et il a rajouté une composante qui est celle de l'air. Petite parenthèse à laquelle je suis particulièrement attaché parce que moi je considère qu'il y a des enjeux vraiment très très forts sur la qualité de l'air extérieur et intérieur et que ici on gagnerait aussi à aller plus dans la précision sur la mesure de tout un tas de polluants, des particules fines à l'ozone, tout un tas d'autres choses. Bref, il y a cette dimension réduction effectivement du CO2, mais on ne doit pas oublier effectivement cet aspect, cette dimension résilience, adaptation au changement climatique. Ça, c'est des choses qu'on souhaite développer en tout cas pour avoir des idées claires sur des diagnostics de vulnérabilité des territoires, savoir un petit peu, convaincre en tout cas qu'on va devoir s'adapter, changer nos pratiques. Est-ce que ça veut dire de la ville qu'on aura en 2040, en 2050 sur l'autonomie alimentaire, sur nos mobilités, sur nos habitats, sur à peu près tout un tas de choses. C'est peut-être une dimension qui n'est pas assez présente, mais sur laquelle en tout cas on compte énormément travailler, y compris dans le cadre justement de la COP. Ça permet aussi d'élargir un peu le spectre là-dessus. Ce qu'on veut faire nous en termes de mobilisation de territoire, c'est pour parler aussi de thématiques qui sortent un peu du cadre très on va dire déjà établi en tout cas, et des indicateurs de ce plan climat-là. On est très conscient qu'il y a cette dimension adaptation au changement qui va nous toucher directement. Et ça, c'est comme ça, par ce biais-là aussi, qu'on espère attirer beaucoup d'acteurs. Sur le même sujet, Antoine nous dit à juste titre que les questions énergie et climat sont très transversales. Et il voudrait savoir si c'est facile de travailler avec les autres directions de la métropole sur ces questions. Ouais, bonne question. Franchement,
je pense que c'est plus facile de travailler avec les services de la métropole sur ces thématiques-là qu'avec tout un tas d'autres acteurs. Donc je vais pas citer le nom, là où pour lesquels on a encore un peu plus de chemin. Moi, ce que je vois, et là, c'est pas franchement, sans langue de bois, hein, c'est depuis que ça fait 8 mois qu'on est en place. Il y a dans les services de la métropole des compétences et des connaissances qui sont vraiment incroyables et des gens qui sont très sensibilisés à toutes ces thématiques-là. Et c'est assez peu représentatif du monde extérieur, à mon avis. On a des gens qui bossent sur ces thématiques-là, y compris dans leurs services, qui ont a priori pas grand-chose à voir depuis un moment. Il y a un organe, on va dire un groupe de travail plutôt, qui s'appelle la Transition Team, sur laquelle justement l'écologie urbaine s'appuie pour essayer de valoriser tout un tas d'actions qui sont dans différents services, et puis voilà, avoir au fur et à mesure cette idée de la collectivité exemplaire. Par exemple, il y a des gens du service culture, donc de la ville, qui seront parmi les premiers à faire un bilan carbone de leurs actions. Et ça, c'est parce qu'il y a des gens au sein de chaque service, il y en a vraiment beaucoup, hein, on a je sais plus, peut-être 20 ou 30 personnes des services. Alors ce groupe de travail dont je parle, il a en plus des gens extérieurs d'entreprises ou de grandes structures, on va dire. Mais au sein de la collectivité, il y a plein de gens qui sont plutôt en avance, moi je dirais, très compétents, très sensibles là-dessus, et sur lesquels moi je compte bien m'appuyer aussi pour faire soit évoluer les pratiques de la collectivité, soit les mettre en avant. Donc ouais, pour l'instant, en tout cas avec les services, moi je trouve que c'est, même si moi c'est pas moi qui parle directement avec tout le monde, hein, mais il y a plutôt de forts espoirs là-dessus. Et moi je crois beaucoup à l'effet d'entraînement de la collectivité. On ne doit pas être porteur de tout, on va dire, au contraire. Mais par contre, il faut qu'on soit modèle, il faut qu'on soit exemple, il faut qu'on ait des clauses dans les marchés publics qui soient suffisamment claires, contraignantes, écolo. Il faut qu'on ait des actions publiques portées sur, au hasard, enfin pas tellement au hasard, mais la rénovation thermique du patrimoine bâti, par exemple. Il faut qu'on puisse porter ces politiques-là. Et là-dessus, ouais, je mise beaucoup sur les services parce que, comme encore une fois, il y a des gens au top. Antoine voudrait savoir aussi quelle est la place de l'expérimentation sur l'atténuation ou l'adaptation au changement climatique dans le plan climat. Tout ça dépend un peu du cadre dans lequel on se place en fait. Je sais pas vers quoi, si tu penses à quelque chose en particulier, Antoine, mais moi je pense qu'il faut faire du lien avec tout ce qui est, on va dire, de la délégation d'un autre collègue écolo d'ailleurs, mais il y a vraiment ce lien indispensable entre l'innovation sociale, entre la participation citoyenne et toutes nos thématiques du climat. C'est-à-dire, là encore, sur le même modèle, ne pas reproduire un peu les errements au niveau national, par exemple, d'une convention citoyenne pour le climat, mais réussir à réutiliser ces idées-là au niveau local pour les rendre effectives, les rendre efficientes et permettre vraiment à tout un tas d'acteurs d'avoir les coups des franches pour l'expérimentation, pour développer leurs projets. Moi, j'y tiens vraiment beaucoup. Ça veut dire réussir à faire en sorte que les citoyens, les associations, même les acteurs économiques, s'emparent de tous les outils, tous les leviers qui existent au niveau local pour faire des choses qui collent avec nos objectifs. Alors, ça peut être le budget participatif, ça peut être différentes aides de la collectivité. Nous, ce qu'on va faire, par exemple, j'espère très bientôt, c'est lancer un petit appel à projet climat, voilà, dont tout le monde pourra se saisir en fait. C'est-à-dire sortir aussi du cadre, voir là où il y a des manques, parce que c'est souvent un portage associatif, c'est souvent avec tout un tas de cadres un peu contraignants. Mais comment la collectivité peut appuyer à la fois sur le montage de projet, sur la concrétisation, et puis donner un petit billet pour tout un tas d'expérimentations. Et un plus gros billet, le cas échéant, si ça vaut le coup. Mais je pense que c'est un enjeu très fort, de laisser les gens justement avoir cette possibilité d'expérimenter, d'innover, de proposer des choses. Encore une fois, dans cette logique que c'est pas la collectivité qui porte tout, mais qui laisse les gens faire sur leur territoire, être un facilitateur. Donc ouais, il y a un enjeu assez fort là-dedans, je suis assez d'accord. Christophe te demande quelles sont tes priorités à venir pour Brest. Ah ouais, merci Christophe, là il y en a pas mal. Je me suis pas encore fixé, j'avoue, de véritables priorités ou d'objectifs ultimes par rapport à notre travail collectif sur ce mandat, parce que moi je vois plutôt ça comme ça, si tu veux. Tant qu'on peut réussir à défendre nos idées, à porter
les valeurs qui nous sont chères, et puis à convaincre ou travailler avec nos collègues de la majorité en particulier. Moi, ça m'ira. Le jour où on sera vraiment bloqué et qu'on aura des grosses oppositions sur certaines choses, il est possible que ça se produise à un moment donné. Je pense que c'est là les jalons qui vont un peu nous permettre d'évaluer notre efficacité et ce pour quoi on a été élu. Donc, il y aura des défis, il y aura des choses. Moi, j'ai quelques priorités qui me sont un peu plus personnelles sur grosso modo l'appréhension de l'aménagement de l'espace. Voilà, pour te dire, si je devais définir une chose, avant tout c'est le travail collectif, c'est de faire en sorte que moi et tous les collègues, on arrive à porter nos politiques et on soit à l'aise dans nos délais, en fait. Vraiment c'est ça. Que chacun d'entre nous puisse avoir une marge d'action et réussir à faire des choses. Après, j'avoue que si on arrive à avoir une révision du PLUI, donc du grand document cadre sur l'aménagement du territoire, qui intègre des vraies nouveautés et des objectifs beaucoup plus forts sur l'écologie au sens large, à l'horizon du mandat, ça, ce serait vraiment très chouette. Pour rester dans cette thématique, Antoine te demande quel est ton plus gros challenge dans ton job d'élu. Alors actuellement, à court terme, je dirais, c'est la gestion du temps, et justement des priorités, des dossiers, etc. Parce que, comme je le disais, je suis un nouvel élu. Je savais pas, bon voilà, j'avais le cadre, j'avais aussi lu comment ça fonctionnait sur le papier, je savais à peu près. Simplement, quand tu es confronté à, on est nombreux dans ce cas-là, mais à ta vie professionnelle, j'ai un job à côté que j'ai sérieusement réduit la quotité horaire, mais malgré tout j'ai un job. La vie privée et plus toutes les sollicitations qui t'arrivent. Là, faut comprendre qu'on est arrivé en plus à une période après confinement où des choses étaient restées dans les cartons, etc. Il y avait un embouteillage de tout un tas de trucs à la fois très formels à passer et plein de questionnements qui n'avaient pas été tranchés par les élus. Donc on a été très sollicités en début de mandat, sans pouvoir vraiment se voir et avec en plus une grosse, une urgence quand même, une vraie urgence sociale, des priorités à réévaluer un petit peu. Donc on a été très sollicités et quand tu arrives là-dedans, tu sais pas très bien ce qui est urgent, ce qui est important, tout prioriser. Est-ce qu'il faut voir tout le monde, est-ce qu'il faut repousser un petit peu. Donc bon voilà, il y a tout un tas de choses. À court terme, je dirais c'est la gestion du temps, vraiment. Savoir comment bosser, comment gérer correctement son agenda, satisfaire tout le monde, mais on peut pas tout faire, évaluer ça. Pour l'instant, c'est ça. Après, il y a d'autres challenges, on pourra en reparler, des choses un peu plus politiques. Pour revenir sur des choses un peu plus thématiques, Adrien se demande quel est l'intérêt d'utiliser le cadre des objectifs de développement durable pour une ville comme Brest. Quel est l'intérêt des ODD, c'est ça ? C'est ça. Quel est l'intérêt d'utiliser ce cadre un peu fourre-tout ? Ah ouais, ok. Ouais, alors c'est vrai que c'est une critique qu'on entend un petit peu sur les objectifs de développement durable parce que on peut effectivement tout y mettre. Malgré tout, justement, moi je vois, en tout cas d'un point de vue interne à la collectivité, dans un premier temps, et sur d'autres structures, c'est une entrée qui est connue, qui est identifiée. En fait, pour certaines personnes, ça va plus leur parler le plan climat. Pour certaines personnes, ça va plus leur parler une COP. Pour d'autres, un projet européen. Et puis pour certains, au sein de la collectivité, c'est l'entrée Agenda 2030, c'est l'entrée des ODD. En fait, ça dépend un petit peu de la culture la culture de travail qu'on a. Donc, il y a ce risque-là de tout prendre. Mais je trouve que c'est aussi une vraie valeur ajoutée que de dire, regardez, même si vous vous considérez assez loin de ce que nous on travaille en politique climat, énergie, avec des choses qui sont assez techniques. Il y a ça aussi que j'ai pas dit en challenge, c'est que je suis sur une délégation quand même qui a des implications et des choses très très techniques et que j'ai dû aussi m'acculturer, lire beaucoup et demander comment ça fonctionnait sur les énergies, sur la rénovation thermique par exemple, il y a des choses sur lesquelles j'étais pas super au point et d'ailleurs c'est pas mon rôle d'aller dans le détail, mais donc voilà, les ODD permettent quand même de remonter tout un tas de politiques qui sont vertueuses et qui doivent être en lien parce que si on reste sur un travail en silo et on se parle pas et on fait des choses dans notre coin, les grands objectifs qu'on se donne, ils peuvent pas fonctionner. Donc c'est pour ça, dans ce sens-là, que je trouve que les ODD sont quand même vachement intéressants. On a plusieurs questions sur la rénovation thermique des logements. Mickey te demande notamment si tu peux nous donner des précisions sur l'accès à la rénovation des logements, quel est le rôle de la collectivité. Et Benjamin nous demande si les aides à la rénovation thermique vont évoluer. Et s'il sera possible d'atténuer les passoires thermiques diagnostiquées par la de Paris.
Ouais, ah bah ça c'est deux excellentes questions évidemment et ça occupe une grande partie de mon temps parce que je pouvais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que déjà on n'a pas le temps et c'est très très technique et c'est bien le problème. Mais vous avez raison parce que euh, l'enjeu fondamental, enfin on a identifié que c'était un enjeu fondamental, c'est-à-dire que là on a un vrai levier d'action. A priori, on sait comment faire. La rénovation thermique des bâtiments, ça permet déjà d'aller travailler sur le confort, sur la précarité énergétique, et ça a un vrai levier sur les émissions de CO2, sur les consommations d'énergie pour chauffer les bâtiments. Ça, on le sait. On a tous identifié dans nos pays développés occidentaux, on va dire, que c'est un levier important. Et on voit qu'il y a des grosses difficultés. Déjà, le cadre global, le cadre national, on va dire, est illisible. Je m'étais mis comme objectif de pas trop faire du gouvernement bashing ce soir, mais je vois bien qu'après 20 minutes c'est inévitable de toute façon. Voilà, c'est toujours pareil, cette politique dure en même temps là-dessus aussi, avec des objectifs annoncés, et puis on brouille les pistes systématiquement, et puis en fait on réévalue tout à la baisse, et on change les dispositifs, et on n'abonde pas financièrement les plateformes de rénovation énergétique, le service public local tel qu'Énergence, justement, l'agence locale de l'énergie et du climat, qui est le bras armé en fait de la collectivité sur toutes ces questions-là. On a des vrais problèmes. Il y a un vrai embouteillage. Les politiques sont illisibles. On a eu d'abord la rénovation à 1 euro qui a donné lieu à tout un tas de margoulins et de trucs vraiment dégueulasses. Ma prime rénov, c'est aussi très très compliqué à activer. C'est illisible. Heureusement, on a justement Énergence ici, qui via la plateforme Tinergie peut conseiller à peu près tout le monde, les privés et le public, sur les aides, comment ça marche et comment bien rénover son bâti, etc. Donc, je sais plus quel était le début de la question, mais en gros sur la rénovation énergétique, l'enjeu c'est de rendre lisible tout ce truc-là, et c'est extrêmement compliqué. Énergence est dans une espèce de crise de croissance aussi, et recrute régulièrement des conseillers parce qu'il y a énormément de sollicitations. Et c'est assez dur de rendre ça simple et lisible. Mais il y a un enjeu très fort. Moi, je trouve que le gouvernement joue pas évidemment son rôle là-dedans. Ça nous met dans une situation très compliquée et ils ont énormément de boulot. La plateforme Tinergie là est ultra sollicitée et c'est assez compliqué. Malgré tout, voilà. Quand on est bien conseillé, quand on passe par les plateformes, par le service public local sur notre territoire, c'est Énergence, mais il y en a plein d'autres, en Bretagne et en France. Ça nous permet d'y voir un peu plus clair, d'identifier les bons artisans, les bonnes façons de faire, d'avoir des visions à peu près globales des rénovations, et puis de pouvoir activer les bons leviers financiers sans se faire avoir. Mais c'est un enjeu fondamental et sur lequel il faut absolument qu'on arrive à avoir des lignes de financement beaucoup plus claires qui viennent d'en haut, parce que c'est des montants très importants. Évidemment. Il y a la question aussi du tiers financement qui est là-dessus, mais ça va être un peu technique si je vais là-dessus, mais on a plein de choses à activer encore pour faciliter en fait les rénovations énergétiques de tous les acteurs. Voilà. Et publics et les particuliers comme vous et moi, quoi. Donc voilà, une seule adresse, en tout cas Énergence, la plateforme Tinergie, ça s'appelle, pour tous vos. Ils vont pas aimer que je leur donne encore des appels, mais. Il nous reste quelques petites questions avant de terminer ce live. Juliette revient sur le plan climat-air-énergie et voulait avoir des exemples de critères de sélection pour aider des structures. Elle te demande par exemple... Ah oui. Voilà. Sur l'appel à projet que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est vraiment un truc qui est dans les cartons, vous l'avez un peu en avant-première là. Cet appel à projet là, c'est ce qu'on a l'ambition de développer. Il n'existe pas encore. C'est voilà, on aimerait bien justement avoir quelque chose d'assez large et englobant que chacun puisse solliciter. Il existe d'autres dispositifs par ailleurs. La collectivité là a mis quand même pas mal de choses. Je parlais du budget participatif. Il y a voilà d'autres appels à projets, transition, ESS, etc. Il y aura certainement des choses. On a un gros chantier autour de l'économie circulaire. Donc c'est des choses qu'on développe, et en tout cas sur ce petit appel à projet, parce qu'il sera abondé assez modestement dans un premier temps, c'est des choses sur lesquelles on enverra des infos très très vite. Mais là, on est en gestation. Et le petit groupe de travail dont je parlais tout à l'heure, justement, cette équipe transition planche là-dessus parce qu'on veut que ce soit quelque chose de partagé aussi pour répondre aux besoins. Donc pour l'instant, je peux pas vous répondre sur comment ça va fonctionner, etc. On essaie de le faire le plus accessible possible. Mais il existe plein d'autres dispositifs selon la nature de votre projet. Je ne sais pas si vous en avez un. Et enfin, Christophe demande comment avancent les projets d'éoliennes offshore à Brest. À nouveau, c'est pas ta délégation précisément. Un peu quand même. C'est ça, juste les éoliennes offshore, ouais. Oui. Alors,
Au niveau énergétique, globalement, c'est vrai t'as dû lire, Christophe, dans la presse, des choses pas très très favorables, on va dire, pour les éoliennes offshore, comme pour les hydroliennes, avec des acteurs qui se désengagent pour des raisons plus ou moins légitimes. On a pris beaucoup de retard sur ces questions-là. Et puis on a aussi des contraintes assez fortes à Brest, il faut le dire, sur la façon dont on peut de toute façon produire des ENR, c'est clair. Donc pour l'instant, il n'y a pas, on va dire, de projet à court terme qui soit, de mon point de vue, très emballant, vraiment dans notre coin. Voilà. Et puis on voit sur d'autres territoires un peu plus au nord là-bas et un peu plus au sud, les difficultés aussi sur des projets qui ont été mal amenés à mon avis, voire sabotés sciemment, mais ça c'est encore d'autres choses. Donc c'est pas, on va dire, le NR sur lequel je miserais le plus à court terme sur notre territoire, même si j'y crois beaucoup. Et quand on voit les choix industriels et stratégiques qu'a pu faire un pays comme le Danemark, par exemple, en la matière, et là où on en est réduit, mais encore une fois, c'est assez facile d'aller là-dessus, mais blâmer les choix de l'État français, c'est un peu triste, hein, si on compare le Danemark et la France en la matière, il y a de quoi être assez triste. Moi, je pense qu'ils ont fait le bon choix stratégique, industriel, et que maintenant, ils sont les leaders mondiaux en termes d'éoliennes offshore. Ils redéploient encore des champs, là, et nous, on est à la ramasse. Je pourrais même pas citer le nombre d'éoliennes offshore qui sont en fonctionnement en France, mais ça doit pas être énorme. Donc j'espère beaucoup, j'aimerais beaucoup que Brest devienne une vraie place forte là-dessus, et que le polder financé du côté du Moulin Blanc pour ce faire avec un opérateur espagnol en particulier puisse vraiment faire que Brest soit une place forte sur globalement les ENR marines, mais j'avoue que les signaux sont pas tous très bons. Voilà. Est-ce que tu as autre chose, Manon? J'ai trop parlé, c'est ça, il est déjà... Je vois pas d'autres questions. Il est encore temps. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut... On a respecté la commande, le timing de ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce Facebook Live. La vidéo sera mise en ligne évidemment. Et puis voilà, on continue avec les collègues. J'ai pas le calendrier en tête, mais il sera évidemment sur les réseaux, donc on continue. Et n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous. On va cette ambition d'essayer d'avoir de plus en plus de petits temps comme ça, et puis surtout quand on pourra se voir aussi, des petits temps collectifs pour expliquer un peu ce qu'on fait et pour être à l'écoute de vos demandes, aller à la pêche aux infos, essayer de remonter un peu tout ça. Donc voilà, merci beaucoup, très bonne soirée à vous, et puis à très bientôt pour de nouvelles questions, de nouvelles aventures. Canavo, Canarenta.